Bonjour, Monsieur Mbelou. Bonjour, monsieur Etienne Nandou. Ah, bien, voilà. Voilà, bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, le porte-parole civil de la MONUSCO a indiqué que la MONUSCO n'est pas concernée par les accords qui ont été conclus à Addis Abeba sur la mise en place d'une force neutre. Il indique notamment la MONUSCO n'a pas pour mission de sécuriser la frontière entre la RD Congo et les Rwanda. Et il précise, la mission de la MONUSCO est claire, elle consiste à protéger les populations congolaises et à apporter son soutien logistique et technique aux forces armées congolaises dans les zones de combat. N'est-ce pas là une usine à gaz comme d'aucuns le disent déjà? Est-ce la fausse bonne idée, cette idée de la force neutre pour surveiller la frontière entre le Rwanda et le Congo? Cette idée est fausse sur toute la ligne et pour des raisons évidentes. À partir du moment où le Rwanda a été reconnu par les experts de l'ONU qu'il est le pays agresseur du Congo, ce qui est un secret de polichinelle, dans la mesure où plusieurs rapports ont établi depuis très longtemps que c'est le Rwanda qui orchestrait la déstabilisation, l'agression du Congo avec l'appui de ses parrains. Une fois que cela a été établi pour la énième fois, chercher à mettre une force d'interposition à la frontière de notre pays avec le Rwanda ne sert à rien. Pourquoi? Le Rwanda n'agit pas tout simplement de l'extérieur. Si le Rwanda n'agissait que de l'extérieur, on comprendrait qu'il soit bloqué à partir de nos frontières. Or, le Rwanda agit et par le truchement de la rébellion du M23 et par infiltration au sein des forces armées et des autres institutions de notre pays. Comment cette fois-là arrêter cette hémorragie? Comment arrêter ce gangstérisme économique sans démanteler tous les réseaux qui opèrent à partir de notre pays de l'intérieur? C'est là qu'il y a le problème. Mettre une force à nos frontières ne sert à absolument rien. C'est une fausse idée sur toute la ligne. Mais certains disent que en mettant en place cette force sur la frontière entre le Congo et le Rwanda, cela va de fait officialiser voilà, cette sécession dont on parle d'une république que le Rwanda voudrait, à l'instar de ce qui s'est passé au Kosovo. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile qu'il y ait une république du Congo central, comme ça se raconte dans certains milieux politiques. Non, je le dis, convaincu que nos compatriotes de l'Est tiennent à l'intégrité du territoire congolais. Ils ne vont pas accepter un seul instant qu'une partie de notre pays puisse être amputée. Il n'y a pas que, il y a tous les Congolais qui aujourd'hui se sont mobilisés comme un seul homme pour dire non à ce projet d'émiettement de notre pays. À supposer que cela se réalise, je suis convaincu au plus profond de moi-même que les Congolais vont finir par s'organiser et ravir cette partie de notre pays. Nous avons appris que les forces rebelles du M23 ont repris du terrain le vendredi sur les forces armées congolaises. C'est ce que plusieurs agences de presse internationales ont signalé. Et pendant ce temps, la même MONUSCO affirme que son appui à l'armée congolaise est essentiellement dissuasif. On se pose des questions. À quoi sert finalement la MONUC? Mais si vous repassez en revue les autres missions que nous avons déjà effectuées, les autres émissions que nous avons déjà réalisées ensemble, vous allez vous réaliser que je reviens toujours sur ce fait-ci que la MONUSCO ne peut nous être d'aucune aide. La MONUSCO participe du gangstérisme économique international, transcontinental, transnational qui est entretenu dans notre pays. Et j'ai lu le texte auquel vous faites allusion.
les responsables de la MONUSCO ou les casques bleus prétendent qu'ils réussissent à repérer les positions du M23 et ils ne tirent pas dans les rebelles parce que ça ne rentre pas dans leur mission. Ils tirent à côté pour dire nous vous voyons, nous voulons vous dissuader. Mais ils veulent les dissuader pour qu'ils fassent quoi? Et puis, Monsieur Étienne Ngandou, je reviens sur le fait que du moment que ce rapport des experts de l'ONU a prouvé qu'il n'y a pas de M23, c'est le Rwanda qui instrumentalise quelques Tutsis et quelques Congolais perdus pour pouvoir déstabiliser le pays, l'agresser et poursuivre le pillage qui contribue à l'enrichissement des banques rwandaises, nous devons de plus en plus laisser tomber cette hypothèse d'une rébellion qui agresserait le pouvoir de Kinshasa, parce que le Rwanda, le M23, le pouvoir de Kinshasa, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Pendant ces temps, Joseph Kabila a effectué un déplacement éclair en Angola. Quel peut être, selon vous, le but de cette visite à l'Angola? Une promenade de santé. Il essaie de se divertir. Parce que si ce monsieur-là avait été un président responsable de ce pays-là, s'il avait été un président qui se sent investi légitimement par notre peuple, avec tout ce qu'on a comme preuve aujourd'hui de l'agression de notre pays par ces tueurs Tutsis instrumentalisés par Paul Kagame, il aurait constitué un dossier béton à présenter aux cours des tribunaux internationaux. Il ne fait rien de tout cela, ça ne lui importe peu, et cela parce que il participe du jeu de la déstabilisation même de notre pays. Il participe de la mort de notre pays. Il participe du pillage de notre pays, comme l'un de ceux qui l'ont connu l'a affirmé il n'y a pas très longtemps dans une interview qu'il a accordée à la radio France Internationale. Et nous pourrons y revenir si vous le voulez bien. Ah, tout à fait. Mais dans l'entretemps, plusieurs pays occidentaux, notamment la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et l'Allemagne, ont décidé de réduire leur aide au Rwanda suite à la publication du rapport des Nations Unies qui accuse le Rwanda de son soutien au mouvement rebelle Tutsi, le M23. Est-ce à dire que Paul Kagame peine à convaincre au travers de son réseau de lobbying en Occident? Je dirais qu'il faut bien connaître le mode de fonctionnement de cet Occident-là. Et vous le savez aussi bien que moi, cet Occident, cette oligarchie d'argent à laquelle vous faites allusion, n'a pas d'amis. Et cette oligarchie d'argent ne voit que ses petits intérêts et ses intérêts égoïstes. Elle peut, à un certain moment donné, déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. C'est là que nous devons faire très attention. Nous ne devons pas être trop vite contents. C'est d'un. De deux, n'oubliez pas, Monsieur Étienne Ngandou, que cet Occident-là traverse une crise économique très très sérieuse, une crise économique qui atteint les 99% du peuple occidental et qui est entretenue par le 1% qui a entre ses mains toutes les richesses de ces pays occidentaux. Être vite content en nous disant il y a des suspensions d'aide à l'endroit du Rwanda, les suspensions pour lesquelles certains pays occidentaux voudraient faire pression sur Paul Kagame, c'est peut-être aller trop vite en besogne. Ce qui est positif, c'est que il y a là un geste symbolique dont nous, Congolais, devrions nous saisir en nous posant entre autres ces questions. D'où vient ce geste symbolique? L'avons-nous impulsé en tant qu'acteur ou nous le subissons en tant que sujet? Si nous l'avons impulsé à travers notre lobbying, tant mieux,
Mais si nous ne l'avons pas impulsé en tant qu'acteur et que nous le subissions, c'est que nous devons repenser et repenser sérieusement notre devenir proche. Ceux qui d'habitude déshabillent Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre, peut-être qu'ils sont en train de travailler à un revirement de situation qui risque de nous échapper. J'ai dit cela dans la mesure où ces acteurs pléniers ne peuvent pas nous laisser facilement des marges de manœuvre quand ils ne sont pas sûrs qu'ils vont contrôler la situation après. Ah, voilà, très bien. Mais que pensez-vous du cas de la Belgique, hein, qui se montre jusqu'à présent très réservée en continuant à recommander les négociations entre les deux pays? Ce que je pense du cas de la Belgique, je voudrais rejoindre pour une fois, il arrive que je ne partage pas toujours les points de vue de M. Bertin Mampaka, mais il a écrit deux textes qui méritent un minimum d'attention. Ce qu'on pourrait attendre de la Belgique, c'est que sa diplomatie s'investisse pour accuser ouvertement le Rwanda qui agresse notre pays. Mais cela est difficile parce que certains acteurs de la politique belge participent de ce réseau transnational qui opère chez nous. Alors, il leur devient difficile d'être à la fois juge et partie, d'où certaines tergiversations qui se comprennent. Ben justement, nous avons appris cette semaine qu'un député européen aurait entrepris pour son propre compte une initiative de médiation entre le Rwanda et le Congo. Est-ce que ce genre d'initiative vous paraissent utiles vu son caractère pratiquement informel? Oui, mais comment voulez-vous qu'une initiative informelle puisse contribuer au devenir officiel d'un pays? Et puis, il y a un compatriote, Monsieur Alfred Lukanda, qui a écrit un petit texte que vous savez lire sur l'un de nos forats en ligne Interland, et le texte est intitulé « Les arguments pour rejeter la médiation de Louis Michel dans la crise RDC-Rwanda ». Et ce qui est bien dans cette analyse, c'est que M. Alfred Lukanda renvoie à deux documents. Un document qui est accessible sur un site congolais, le site du professeur Jules Emongo, mais il renvoie aussi au livre de Charles Onana, ces tueurs Tutsi au cœur de la tragédie congolaise. Je vais vous lire une partie de ce renvoi, de ce texte de Charles Onana. Charles Onana écrit ceci à la page 162. En dépit des informations faisant état de la présence des troupes rwandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo et du constat de l'atteinte au principe de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale fait par l'Union européenne en mai 2004, cette institution manipulée par Kigali n'a pas osé condamner le Rwanda ni demander des sanctions contre lui. Les sanctions demandées par l'Allemagne contre le Rwanda se sont heurtées, selon Charles Onana, à l'opposition farouche de Louis Michel, alors commissaire européen à ce moment-là. L'argument avancé par Louis Michel pour s'opposer aux sanctions contre le Rwanda s'appuie, selon une note interne de briefing sur le séjour effectué par Louis Michel du 15 au 19 décembre 2009 au Congo et au Rwanda, sur son impression que tant le Congo que le Rwanda ont fait preuve de la retenue nécessaire pour éviter que cette crise n'embrase la sous-région ou ne déstabilise la transition. Mais hélas, vous voyez, monsieur Etienne Ngandou, que depuis 2004 jusqu'à ce jour, parler de stabilité chez nous, c'est rêver, il n'y en a pas du tout. N'oubliez pas que M.
Louis Michel, fait partie d'un groupe des députés européens, un groupe dénommé les Amis du Rwanda. Comment voulez-vous qu'un ami du Rwanda qui s'est opposé contre cette prise de décision demandée par l'Allemagne à l'Union européenne en 2004 puisse aujourd'hui faire ce qui est nécessaire pour que le pays dont il est ami puisse être traduit en justice par le Congo et qui est agressé. Je ne crois pas en cette médiation-là. C'est encore une fois une médiation pour rigoler. Oui, toujours en Belgique aujourd'hui, nous avons appris que la communauté congolaise a organisé une marche sur l'ambassade du Rwanda ici en Belgique. Est-ce que vous pensez que ces genres d'initiatives sont de nature à sensibiliser les Belges sur les vrais enjeux qu'il y a actuellement dans la sous-région des Grands Lacs? Ces initiatives devraient être conjointes à certaines autres. Nous devrions davantage nous habituer à rencontrer le Belge ordinaire pour le sensibiliser sur le dernier rapport des experts de l'ONU, mais aussi sur beaucoup d'autres rapports qui ont été rédigés avant celui dont nous parlons présentement. Il est important que de plus en plus nous habituions à sortir du cercle fermé congolo-congolais pour aller vers les citoyens des pays où nous vivons afin de les sensibiliser sur la tragédie qui se passe dans notre pays. Mais organiser une marche comme les compatriotes l'ont fait, c'est aussi apprendre à se mettre debout pour refuser de mourir. C'est un symbole qui parle, quitte à l'allier à beaucoup d'autres initiatives qui vont dans le sens de la mise devant les cours et tribunaux de ceux qui nous agressent, qui pratiquent le gangstérisme économique chez nous pour piller nos richesses et tuer nos populations. Voilà. Le général Mounene a accordé une interview à Radio France Internationale qui a suscité énormément de réactions. Il y décrit à demi-mot Joseph Kabila comme un agent de l'étranger. Avez-vous écouté cet entretien et comment l'avez-vous trouvé? J'ai écouté l'entretien. Il y a des points positifs qui sont, comme je ne cesse de le dire, des secrets de polichinelle. Mais il y a dans cet entretien quelque chose qui m'a quand même étonné. C'est que j'ai eu l'impression que le général Mounene n'est pas au courant du rapport dont nous parlons et du rôle que le Rwanda joue derrière le M23. Le M23 est une rébellion instrumentalisée par le Rwanda, comme l'a été l'AFDEL, comme l'a été le RCD Goma, comme l'a été le CNDP, et le M23 est à situer dans cette logique-là de l'instrumentalisation des rébellions pour pouvoir piller, agresser le Congo. Alors, que le général puisse situer le M23 parmi les forces de la résistance congolaise, ça m'a un peu donné l'impression qu'il vit en marge de l'évolution de l'actualité telle qu'elle est en train de se passer sur terrain chez nous. Donc, il y a des choses à revoir dans cet entretien et je pense qu'il prendra le temps de les revoir ou il sera contacté par ses proches pour qu'il puisse comprendre que le M23, comme le CNDP, comme le RCD Goma, ce sont des rébellions instrumentalisées par le Rwanda et leurs parrains. Mais présenter Joseph Kabila comme le cheval de Troie du Rwanda en RDC, c'est une musique qu'on a déjà entendue à plusieurs reprises. On peut se poser la question, à quoi ça sert de répéter cela si au fond ça ne change rien sur place, sur terrain? Oui, mais du point de vue de l'éveil
de la conscience populaire, les choses répétées peuvent plaire, bis repetita placeant, comme disent les latinistes. Mais il y a aussi ce fait que les preuves allant dans le sens du soutien de ce que dit le général Mounene au sujet de ce monsieur-là s'accumulent de plus en plus. Et c'est cela qui fait la fragilité du système congolais actuellement. Ce système est fragilisé de l'intérieur à partir de la tête. Il est important que, comme vous le dites, on puisse aller vers la mise hors d'état d'agir de ce monsieur qui fragilise le pays de manière permanente et cela au dépend de nos populations civiles. Très bien. L'épouse de Eugène Diomine Ndongala est sortie de son silence en tenant un point de presse ce vendredi 27 juillet à Kinshasa. Elle a déclaré que son époux est détenu dans un lieu tenu secret. Pour elle, son conjoint est un prisonnier politique que le gouvernement cherche à faire taire à cause de son engagement auprès de Étienne Tshisekedi. Sommes-nous là devant une nouvelle affaire Chebeya? Tout à fait. Tout à fait. Et il y a une question que je me pose, que je ne cesse de me poser. La question est la suivante. Supposons que M. Djomine Ndongala ait réellement violé 2 fillettes. Était-ce un motif suffisant pour qu'on le soumette à des mécanismes extrajudiciaires? Rappelez-vous, M. Etienne Ngandou, que quand on découvre M. Floribert Chebeya dans la voiture où il avait été déposé du côté de l'IPN, on trouve qu'il a son pantalon un peu baissé, qu'il y avait des condoms à côté et les faux ongles des femmes. On rejoue le même théâtre maintenant avec Djomine Ndongala qui avait tout un programme pour le mouvement présidentiel populaire. Il avait tout un programme. Il devait rencontrer une 60aine de partis qui devaient signer la charte du mouvement de la majorité présidentielle populaire. Il avait organisé une messe pour pouvoir lutter contre ce qui est en train de se passer dans notre pays aujourd'hui. Alors, comme il commençait à prendre du poids et à devenir un élément très gênant pour le pouvoir illégitime de Kinshasa, il fallait qu'on puisse mettre fin à son activité politique. Or, il est reconnu dans la fameuse constitution que le gouvernement illégitime actuel suivent dans ce pays-là, que les activités politiques peuvent se mener en toute liberté dans notre pays. Et puis, enlever quelqu'un de manière extrajudiciaire, c'est lui enlever toutes les possibilités de pouvoir s'expliquer pourquoi est-ce qu'ils font ça. C'est ça le problème. C'est leur mode de gouvernement, c'est débarrasser des éléments gênants en les tuant, en les massacrant, en les jetant dans le fleuve. Voilà. Oui, très bien. L'opposition a rencontré à Kinshasa ce jeudi 26 juillet la ministre française de la francophonie. Comme l'avait fait l'UDPS un jour plus tôt, elle demande la délocalisation du sommet de la francophonie. Pensez-vous qu'elle sera entendue puisque les dérives du gouvernement de Kinshasa sont connues de toutes les chancelleries occidentales à Kinshasa, qui jusqu'à présent ont toujours préféré fermer les yeux? Au même moment que je salue cette initiative qui peut avoir quelque sens diplomatique, j'ai quand même eu honte, j'ose l'avouer, j'ai quand même eu honte de ceux qui nous restent de notre classe politique. Leur comportement à l'endroit de ce ministre français m'a causé beaucoup de peine. C'est comme si ce ministre français était l'inspectrice française de la politique congolaise
et de la politique congolaise chez nous, envoyée par la France. Ça m'a fait beaucoup trop de peine. Ils se sont comportés, pour certains qu'elle a rencontrés, comme, je m'excuse de le dire, comme des gamins qui disent à leur chef, à leur maître, ce qu'ils ont sur le cœur, en se disant qu'ils seront entendus. Et pourtant, la France va bientôt exploiter le pétrole du parc de Virunga, qui est déclaré un patrimoine de l'UNESCO. Non, en principe, on ne peut pas aller chercher le pétrole dans ce parc-là. Mais, Monsieur Mbelou, n'est-ce pas Oui. parce que c'est l'Occident qui fait et défait les pouvoirs en Afrique? Hein? Non, mais du C'est point tout de vue de notre... simplement, c'est tout simplement du réalisme. Mais L'Occident, oui, oui. l'Occident tient toujours la main en Afrique, voilà. Et pourtant, Hollande, comme président normal, devrait quand même prendre distance vis-à-vis de ces manières de fonctionner qui ne vont pas dans le sens du respect de la souveraineté des pays africains. Dans ce que nos politiciens ont fait, j'ai lu des signes de désespoir, mais aussi un signal très fort que nos politiciens, ou ceux qui nous en restent, n'ont pas encore compris que la légitimité politique ne vient pas de l'extérieur, c'est une fausse théorie. Hollande peut ou n'est pas venir au Congo, c'est le jour où nous serons convaincus que c'est le peuple qui donne la légitimité à nos dirigeants que nous pourrons repartir sur de nouvelles bases. Mais continuer à croire que c'est l'Occident qui donne le pouvoir, que quand Hollande viendra à la francophonie au Congo, ça sera une façon de reconnaître le pouvoir de ceux qui sont là en place aujourd'hui, après le coup d'État à l'issue des élections de novembre et décembre 2011, c'est leurrer, c'est passer à côté de la plaque, c'est ne pas savoir ce que signifie faire de la politique aujourd'hui. Voilà, très bien. L'Église prévoit d'organiser des actions de sensibilisation contre les projets de la balkanisation de la RDC. Et à ces propos, Jean-Pierre Badidike a écrit un texte intéressant dans lequel il pose la question de savoir si l'Église a le courage de la vérité. Monsieur Mbelou, l'Église a-t-elle le courage de la vérité en RD Congo? Et quand nous lisons le texte de Jean-Pierre Badidike, auquel vous venez de faire allusion, on se rend compte que l'une de ces thèses est la suivante. L'Église ne doit pas se contenter tout simplement de dénoncer, non, et il cite quelque part le pape Benoît XVI en ces termes-ci, l'Église ne peut ni ne doit se mettre à la place de l'État, mais elle ne peut pas et ne doit non plus rester à l'écart dans la lutte pour la justice. Donc, pour M. Jean-Pierre Badidike, une thèse que je partage, il ne suffit pas tout simplement de dénoncer, il faut mener des actions qui rejoignent celles que le peuple mène pour plus de justice, plus de paix, plus de vérité. Mais à voir comment les choses se passent au jour d'aujourd'hui, je dirais qu'il y a des peurs que certains dans cette église sont en train d'entretenir pour éviter que le peuple aille loin dans cette lutte pour la justice, la vérité et la paix. Voilà. Pour finir, et toujours dans le même cadre, en vue d'en appeler à la cessation définitive de ces guerres meurtrières et à l'impunité, un jeune Congolais, John Mpaliza Baligizi, a entrepris à partir du dimanche 19 juillet une longue marche des Reggio Emilio en Italie jusqu'à Bruxelles. Est-ce que ce genre d'initiative vous encourage, vous montre qu'il y a encore une conscience forte chez les Congolais pour se battre contre ces projets de balkanisation?
John entreprend sa marche demain. J'ai l'impression que vous êtes trompé. Il entreprend sa marche le 29. Ah, ce n'est pas le 19 juillet. Non, non, c'est le 29 juillet. Ah oui, parfait. Euh, cette marche, il l'amène pour la justice et la paix au Congo. J'ai eu la chance de rencontrer John il n'y a pas très longtemps, quand il a fait un petit saut ici en Belgique, pour rencontrer certains officiels au niveau du Parlement européen et leur soumettre son initiative. C'est une initiative qui a été très 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 bien accueillie, et je dis que l'initiative de John s'inscrit dans toutes ces démarches diplomatiques que les Congolais sont en train d'initier aujourd'hui pour que leur pays ne puisse pas être oublié sur la scène internationale, leur pays et la tragédie qu'elle est en train de connaître. Je vous informe que ce qui a motivé John, c'est le fait qu'il se réalise que là où il vit, on ne parle presque pas du drame que son pays connaît aujourd'hui. Alors il se dit, je vais me mettre debout pour traverser au moins une cinquantaine de pays à pied, et le long de mon parcours, je vais essayer de parler aux jeunes, aux étudiants, aux universitaires. Je vais essayer de leur parler de mon pays, quitte à être plus ou moins écouté sur mon parcours, et en arrivant à Bruxelles, j'aurai un mémorandum que je vais remettre au Parlement européen. Et il est même possible qu'avec John, on puisse être reçu par le Parlement européen à Strasbourg. C'est dans ce contexte-là, dans le contexte d'une diplomatie qui éveille les consciences, dans le contexte d'une publicisation de la tragédie qui se vit au Congo, dans le contexte d'un peuple qui ne veut pas rester couché pour mourir, que John a accepté de sacrifier pour un mois son boulot et de sacrifier ses propres sous. John, bien que bénéficiant par-ci par-là du bénévolat de certaines personnes de bonne volonté, John va mettre sa main à la poche pour supporter tout son parcours. Il va marcher à ses risques et périls, et ce jeune homme constitue pour moi le modèle du Congolais qui doit accepter de se mettre debout, de consentir des sacrifices pour que cesse la tragédie que notre pays traverse depuis les années 90 jusqu'à ce jour. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Monsieur Etienne Nandou, et à la semaine prochaine.